Pour tout le monde. D'abord, c'est un plaisir pour Alliance Ville Emploi de vous réunir dans un cadre un peu atypique. Donc, ce n'est pas moi qui vais, malgré que ce soit les clauses d'insertion, beaucoup parler aujourd'hui. Je vais juste vous présenter cette philosophie et je serai le maître du temps et le passeur de plat. Et donc, je vais d'abord présenter un petit peu les règles du jeu. Là-dessus, c'est important donc de bien respecter les règles du jeu du son. Donc ceux qui ne sont pas très à l'aise, attention, quand vous allumez vos sons, on entend tout ce que vous dites, ça peut être vite assez perturbant. Deuxième chose, si vous le pouvez, c'est plutôt de faire de poser vos questions par chat, mais donc ça veut dire qu'il faut cliquer sur la bulle, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur la bulle qui doit être dans votre menu sur GoToMeeting. D'accord. Ce qui permettra à Roman et à Lucie d'être en veille et de pouvoir vous remonter les questions et pour éviter trop de choses complexes. Donc, à Alliance Ville Emploi, priorité de début d'année qui sont encore en cours, c'était la situation des maisons de l'emploi, la situation des maquettes FSE et des OI-PLI, et de pouvoir travailler des modalités d'animation plus partagées, plus thématiques, qui pourraient rejoindre les élus des structures, mais aussi leurs membres. Et un sujet s'imposait pour démarrer cette première initiative, les clauses d'insertion. Donc aujourd'hui, nous allons démarrer ce webinaire. Donc je ne vais pas faire trop long. L'idée, c'est que pardon, excusez-moi. L'idée, c'est que vous puissiez écouter nos trois intervenants qui vont vous présenter trois initiatives. Ce n'est pas moi qui ai choisi, mais ce sont vraiment les équipes techniques qui ont essayé de trouver des sujets innovants, atypiques, qui pouvaient être partagés collectivement, qui pouvaient s'inscrire aussi dans cette volonté que le réseau a depuis déjà longtemps de porter des innovations qu'elle impacte directement l'emploi ou les territoires où nous sommes, notamment sur les parties, on va dire, liées au métier du développement durable. Et vous allez voir trois exemples, certes différents, mais qui peuvent illustrer cela. Et l'idée, c'est bien aussi de partager que les clauses d'insertion, ce sont des centaines d'actions portées par des territoires de taille différente, avec des histoires différentes, qui, compilées au niveau national, nous donnent cette force, vous donnent cette force, et au réseau Alliance Ville Emploi, de pouvoir vous représenter. Donc moi, à partir de maintenant, je vais passer en maître du temps, et donc nous allons, sans attendre, passer à la deuxième partie, qui va être l'intervention de notre déléguée générale, Madame Bec de Lièvre, sur quelques actualités et quelques données du réseau. Pendant qu'elle parle, je coupe mon micro, et donc moi, si les intervenants sont trop longs, je reprendrai la parole pour les intervenir plus synthétiques. Merci à tout le monde. Lucie, on n'a pas votre micro. On n'a pas votre micro. Merci. C'est bon, vous m'entendez? Au regard des personnes connectées, la clause est l'affaire de femmes. Je pense qu'on doit être à 80, on doit être à 55 ou 60 femmes sur l'assistance cet après-midi. On dit souvent effectivement que les facilitateurs sont des facilitatrices, mais on le constate cet après-midi, même si effectivement et c'est une satisfaction pour nous. L'assistance est diverse avec des facilitateurs, des facilitatrices, des directions de structure, des élus. Et effectivement, on tenait tous à vous remercier d'être présents et on voit que le sujet intéresse. Aujourd'hui, c'était en ce qui me concerne et en guise d'introduction avant les interventions et les présentations de projets inspirants, c'était de faire un petit focus sur l'actualité de la clause sociale. Alors, quelques chiffres de la clause 2020. Alors, rassurez-vous, ce sont des chiffres provisoires puisque on vous a envoyé les dates pour figer la clause dans le logiciel au mois de juillet. Mais voilà, on a fait une photo à un instant T, sachant que tout le monde n'a pas forcément complètement finalisé ses saisies ou ses vérifications. En tout cas, à la photo qu'on a faite vendredi, les chiffres de la clause sont en stagnation, voire en légère baisse par rapport à 2019, ce qui est la première fois depuis qu'on fait la consolidation de la clause. Donc, avec cette réserve que la consolidation n'est pas bloquée
mais avec aussi j'allais dire, le contexte très particulier de 2020, avec l'activité économique à l'arrêt pendant presque 3 mois et une diminution de la commande publique en volume de presque 20%. Donc, j'allais dire, avec une commande publique qui diminue de 20%, on est à une clause sociale qui est à peu près équivalente ou presque. On serait à moins 3% pour 2019, mais avec des chiffres pas stabilisés. Donc, on va dire une stagnation pour une commande publique qui diminue de 20%. J'allais dire qu'on s'inscrit donc, j'allais dire, à périmètre équivalent sur la continuité de l'augmentation de la clause. Avec plus de 11 000 ETP annuels. On n'est même plus une PME, la clause sociale, c'est une ETI, pas encore un grand groupe, mais pas loin. Plus de 18 millions d'heures, 58 000 contrats de travail, 44 000 participants, 3 000 maîtres d'ouvrage, 47 000 marchés, 14 000 entreprises. Donc voilà, à l'échelle nationale, c'est toujours, j'allais dire, bien de se le dire aussi, ce que la clause représente et j'allais dire votre travail, c'est loin d'être négligeable, d'autant que on le sait tous, c'est vraiment un levier efficace pour nos enjeux d'insertion, de remise à l'emploi et tout ça inscrit dans un écosystème économique local. L'idée, c'était de faire du coup, au-delà de ces chiffres, de faire un focus sur quelques enjeux et quelques actualités. Donc, vous le savez toutes et toutes, les nouveaux CCAG sont rentrés en vigueur le 1er avril. Et donc, désormais, la clause sociale y figure noir sur blanc. Donc, j'allais dire, en termes de légitimité et d'ancrage juridique, c'est un pas important. J'allais dire un pas qui s'inscrit dans la continuité d'autres éléments antérieurs, mais c'est voilà, c'est quelque chose qui à la fois a un impact technique sur la pratique de closage des marchés, mais aussi en termes de légitimité du recours à ce dispositif, c'est quelque chose d'important pour nous tous. Dans ces actualités, on a aussi plusieurs publications que nous attendons tous avec impatience. Le guide de l'achat socialement responsable de la DAJ, donc qui devait paraître, j'allais dire maintenant, et dont la sortie a été repoussée à la fin de l'année. J'allais dire, le réseau Alliance Ville Emploi y est associé. À la fois, on a été associé aux travaux de préfiguration et au groupe de travail de travail sur le fond. Et on va également, nous tous, puisqu'on se fera bien évidemment le relais auprès de vous, associés à la relecture de la version finale pour pouvoir émettre nos commentaires. À la suite de ça, l'idée est de pouvoir, remettre en forme et en place une nouvelle version du recueil des fondamentaux, puisque la dernière version date de 2016. Un certain nombre d'entre vous avaient été associés à un travail de refonte au fin de l'année 2019, au début de l'année 2020. On a fait le choix du coup d'attendre que le guide de l'achat socialement responsable soit sorti pour que le nouveau recueil des fondamentaux soit en cohérence et en intègre les avancées. Et dans le même ordre d'idées, le plan national d'action pour les achats publics durables, qui s'appelle maintenant plus simplement PNAD, plan national pour l'achat durable 2021-2025, lui aussi va prochainement sortir et est actuellement en phase de consultation publique. Donc ça, c'est quelques points d'actualité. Dans les perspectives, et Yoann David l'évoquait, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter aussi au regard des différentes interventions qui vont suivre, se pose la question, j'allais dire, à tous les, aussi bien à l'échelle des territoires qu'au niveau national, de la complémentarité des enjeux sociaux et environnementaux via la commande publique, mais pas seulement. Mais aussi dans la commande publique, où on a pu le voir dans les débats parlementaires en cours sur la loi climat. Et on le voit aussi sur tous les échos dans les échanges qu'on a avec vous sur le terrain.
c'est au-delà de la complémentarité des enjeux sociaux et environnementaux, du fait que les enjeux autour de la commande publique, les enjeux autour du développement économique local ne peuvent plus faire l'impasse aujourd'hui sur les questions de transition écologique, et à l'inverse, enfin, ou dans l'autre sens, les préoccupations environnementales ne peuvent pas faire fi des questions d'emploi, d'insertion, de développement territorial. Et donc, on observe une capillarité croissante, j'allais dire. Alors, on n'est pas dans la fusion, mais voilà, les deux champs s'irriguent mutuellement de plus en plus. Et c'est vraiment voilà, une question qui devient du coup centrale pour nous tous, pour savoir voilà, comment on régule ces questions, comment on identifie, on pose les enjeux. Et c'est vraiment une perspective, une perspective pour notre réseau qui s'inscrit dans une perspective plus large. Mais voilà, on aura l'occasion d'en rediscuter. L'idée voilà, c'est vraiment de laisser du temps aux trois interventions et à la présentation de trois projets qu'on a choisi. Alors avec toujours la dimension frustrante du choix, hein, il y a des tas d'initiatives intéressantes et du coup c'est toujours difficile d'en retenir trois. Au-delà de trois, ça faisait beaucoup, a fortiori sur un temps d'échange en visio. L'idée c'était voilà de susciter aussi l'échange et la discussion. Donc ce qu'on vous propose, c'est que à chaque présentation, il va y avoir un temps de présentation. Et ensuite, au cours duquel vous aurez l'occasion de poser des questions par le chat. Et ma collègue Romane et moi, du coup, on notera les questions qu'on reposera aux intervenants afin de pouvoir qu'à l'issue de leur intervention, ils puissent y répondre. Donc l'idée, en gros, c'est qu'on a fléché à peu près une demi-heure par intervention, 15-20 minutes de présentation et une dizaine de minutes de questions-réponses. Sachant bien sûr, et on vous le redira à la fin, que le débat et l'échange ne s'arrêtent pas à la fin de ce webinaire et que l'idée aussi, c'est vraiment de faire réseau et de susciter les questions, les prises de contact au-delà de cet après-midi. Merci Lucie. Dans les questions-réponses que j'ai pu voir, oui, le PowerPoint vous sera diffusé. Et si jamais dans les participants, certains, on n'aurait pas le lien ou vous ne les avez pas, ben vous nous relancez. C'est enregistré, donc les modalités de retour, je ne les ai pas encore calées, mais ça permet justement à certains qui ne sont pas présents aujourd'hui de pouvoir accéder. C'est une première pour Alliance Ville Emploi et on en parlera à la fin, mais déjà, c'est de pouvoir s'autoriser à partager entre élus et techniciens des sujets qui peuvent nous intéresser à l'échelle des territoires. En visio, ça permet de se mobiliser. Nous savons tous que les visios, c'est pas évident de se concentrer trop longtemps, donc c'est pour ça que je fais moi-même très court, ce qui pour ceux qui me connaissent est un exploit, et que j'invite les participants à vraiment rester sur une présentation synthétique. Le but du jeu étant sans doute de susciter de l'intérêt, de l'interrogation, et dans un second temps, pour celles et ceux qui auraient envie, on pourra partager peut-être plus à fond, peut-être dans des contacts directs, peut-être en passant par Alliance Ville Emploi, pour que vous puissiez vous alimenter. Personnellement, ayant eu le plaisir de découvrir un tout petit peu en avant les présentations, et je confirme au conseil d'administration d'Alliance Ville Emploi, quand nous avons validé ça, nous avons validé qu'entre élus, nous ne serions pas capables de déterminer qui devait être, et donc nous avons renvoyé très courageusement aux équipes d'Alliance Ville Emploi le choix de ces trois sujets qui, j'espère, et j'en suis même persuadé, vont vous amener sans doute à des réflexions, à confirmer des choix que vous êtes en train de faire, des interrogations, et à constater une chose, que ça soit votre territoire ou un autre, il y a énormément d'innovation, envie de bien faire, et la clause d'insertion, cette action que nous portons, qui a réussi à survivre au confinement quand même, parce que même si c'est en faible baisse, on a quand même eu d'énormes inquiétudes sur cette année 2020 si particulière et traumatisante. Et donc, j'invite Monsieur Gilles Grosclaude, directeur du relais 2D, et Pierre Roth, vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg, à préparer leur intervention en duo. Si vous pouvez rester dans le cadre de 20 minutes, ça serait extraordinaire. Pour que nous puissions garder tout le monde ou passer le plus de sujets avant que les premiers participants nous quittent. Donc, je ne sais pas si vous avez pu ou si on vous a autorisé à allumer votre micro, parce que ça, c'est un premier enjeu pour votre intervention. Parfait pour nous.
Vous nous entendez? Oui, et je coupe mon micro, c'est vous qui avez la main. Bonjour tout le monde, Pierre Roth, je suis conseiller municipal délégué à la ville de Strasbourg à l'économie sociale et solidaire et vice-président à l'Eurométropole de Strasbourg à l'économie sociale et solidaire et de ce fait président de cette très belle structure qui est la Société coopérative d'intérêt collectif Relais 2D. Je vais en quelques minutes vous expliquer quelle est la stratégie d'accompagnement du développement des entreprises pour notre collectivité eurométropolitaine et ville. Et ensuite, Gilles vous présentera Relais 2D et on illustrera ça avec 3 exemples concrets. Le soutien aux entreprises est évidemment une priorité importante pour nous depuis notre élection. Il se décline sur 3 axes principaux. Le premier, c'est tout ce qui touche au plan de relance Covid et post-Covid, pour lesquels nous travaillons en partenariat étroit avec la région Grand Est, dont c'est la compétence économique, et nous associons à différents programmes avec elle, ainsi qu'avec la collectivité européenne d'Alsace pour soutenir le monde économique. Le deuxième volet est le lancement par ma collègue Anne-Marie Jean en charge du développement économique d'un pacte pour une économie locale durable qui a pour vocation à rassembler l'ensemble des acteurs économiques, socio-professionnels du territoire de l'Eurométropole dans une démarche concertée et conjointe autour du développement durable pour ensemble aller plus loin et plus vite que de manière isolée. Nous avons pendant 3 mois tenu des ateliers de travail qui ont mobilisé plus de 400 acteurs. En ont découlé à partir des propositions des acteurs le choix de 7 thématiques allant de comment mieux coopérer ensemble à comment faire développer l'écologie industrielle. Et ensuite, chacun des acteurs s'inscrit, prend des engagements sur l'un ou l'autre de ces propositions. Et puis le troisième volet, c'est évidemment le développement de la commande publique pour soutenir la croissance économique et le développement des entreprises. Pour rester dans le sujet qui nous intéresse, je travaille de manière étroite avec l'élu en charge de la commande publique et nous venons de terminer la réécriture de nos 2 stagiaires, les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, un pour la ville de Strasbourg, un pour l'Eurométropole, avec quelques ambitions nouvelles. D'abord de travailler beaucoup plus dans la co-construction entre le monde de l'entreprise, les accompagnateurs, les structures de l'insertion, les élus, sur la mise en œuvre et le déploiement des clauses dans les marchés publics, mais également dans les marchés privés. Deuxième volonté du nouveau SPASER qui prend le relais du précédent qui avait été signé pour 2019-2021, et là on rentre dans le nouveau 2021-2025. Deuxième volet important, développer encore les clauses sociales dans les marchés publics en travaillant beaucoup sur le qualitatif et la diversification de l'offre de réponses d'insertion qu'on peut proposer aux entreprises du territoire. Troisième volet, développement massif des clauses environnementales dans les marchés. Et quatrième volet, on va tenter d'introduire des clauses genrées dans les différents marchés publics. Il est clair que on a bien conscience que la commande publique, c'est pour nous le levier le plus important pour favoriser le développement des entreprises sur le territoire, ce qui n'exclut pas évidemment des accompagnements financiers des entreprises, des soutiens sur la recherche de fonds européens, tant que de besoin. Voilà, je reprendrai la parole tout à l'heure pour décliner une action originale qu'on souhaite lancer cette année et je cède la parole à Gilles Roclaude, directeur de Relais 2D. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que, Lucie, tu pourrais lancer la vidéo, si tu veux bien, qui nous fera gagner beaucoup de temps, puisqu'elle explique bien ce que c'est Relais 2D, et du coup, on pourra passer rapidement sur la constitution, etc. plus tard. Est-ce que c'est possible? Alors, en fait, ce qu'on s'était dit, c'était qu'il y avait un peu un risque avec la vidéo qu'il y ait des problèmes de connexion. Ah bah, comme ça, c'est réglé, je déroule moi-même. Mais en fait, on proposait, si vous êtes d'accord, de l'envoyer dans le chat, que chacun la regarde de son côté avec le micro coupé et qu'on se retrouve dans 2 minutes pour en discuter. Ou ils la regarderont plus tard, je déroule, hein, ça ira aussi, c'est pas très grave. C'est comme vous voulez. Non, je vais dérouler, ça y est, chacun pourra la regarder plus tard s'il souhaite le faire.
Donc le relais 2D, c'est, vous pouvez passer à la diapo suivante si vous voulez bien. Voilà. Donc à l'origine, on avait une association qui s'appelait Relais Chantier, en fait, qui est l'émanation d'un démarrage qu'on a fait avec le Parlement européen dans les années 90 et qui s'est développé au fur et à mesure dans une association indépendante qui s'appelle Relais Chantier, dont l'unique activité est la clause sociale dans les marchés publics. Voilà. On ne fait que ça. Plus de 20 années d'expérience, 50 mètres d'ouvrage par année, ça fait à peu près entre 800 000 et 1 million d'heures par an, à peu près dans ces eaux-là, la moitié étant pour les structures d'insertion et la deuxième moitié pour les entreprises classiques, ce qui fait à peu près travailler 500 personnes chaque année. Je vous laisse passer à la suivante. Voilà. Alors, ce qu'on a décidé de faire en 2019, ça a été de scinder Relais Chantier en deux structures différentes. Une première structure qui s'appelle toujours Relais Chantier, qui est toujours une association et qui, elle, est en charge de la mise en œuvre de la clause sociale, c'est-à-dire de la relation entre les candidats et les entreprises, puisqu'on avait d'ores et déjà la spécificité avant et qu'on garde là, c'est de recevoir les candidats. On a 6 conseillers qui reçoivent à peu près, je sais pas, 800 personnes chaque année et qui du coup peuvent mettre en place des parcours dans les différentes clauses qu'on a, puisqu'il y a une certaine masse qui permet de mettre en place des parcours. Voilà. La nouveauté elle est au niveau de la seconde structure qu'on a décidé de créer, qui s'appelle Relais 2D, qui elle est une société coopérative d'intérêt collectif qui est là pour assister les maîtres d'ouvrage. Vous pouvez passer à la suivante si vous voulez bien. Voilà, une structure qui est là pour assister les maîtres d'ouvrage, qui est composée en tant que sociétaire, c'est-à-dire des personnes qui ont mis de l'argent, on va dire ça comme ça, la ville et la métropole de Strasbourg dans le domaine des acteurs publics, avec la région et le département, qui maintenant est une collectivité européenne d'Alsace, les maîtres d'ouvrage avec la Fédération des promoteurs immobiliers Grand Est et la REAL, c'est l'association des bailleurs, les partenaires socio-économiques, la Fédération de Travaux Publics Grand Est, Bâtiments Grand Est et l'Union Régionale des Structures d'Insertion, et les partenaires de l'emploi, Mission Locale, Pôle Emploi et Relais Chantier qui restent dedans. Se rajoute le collège des salariés et le collège des personnes experts, dans lequel on retrouve Alsace Active, mais qui là nous intéresse effectivement un petit peu moins. Voilà, je vous laisse passer à la suivante. Alors, le rôle du Relais 2D, il est maintenant d'accompagner les maîtres d'ouvrage sur le volet social, environnemental et économique. Pourquoi on a pris au démarrage l'idée de créer cette structure? Alors, au-delà de la volonté politique d'y aller, il y avait 2 raisons initiales pour créer ça. La première, elle est assez pragmatique, elle fait pas beaucoup rêver, mais malheureusement, elle est là. C'était pour des raisons financières. C'est parce qu'on avait d'abord une structure qui était uniquement sur subvention, et les subventions n'étant pas forcément toujours à la hauteur de ce qu'on souhaitait faire et de ce qu'on nous demandait de faire, on a pris le parti dans un premier temps de faire participer l'un ou l'autre maître d'ouvrage, notamment sur des gros chantiers. C'était le cas quand on s'est occupé de la ligne LGV de Baudrecourt à Mendenheim, où Réseau Ferré de France, à l'époque, nous a payé pour cette démarche en assistance à maîtrise d'ouvrage. Or, à partir du moment où on a décidé de faire payer un certain nombre de maîtres d'ouvrage, on était confronté à un risque de redressement parce qu'on n'était pas soumis à TVA. Donc on a décidé de scinder cette structure-là qui était le Relais 2D, qui elle peut faire de la facturation et fait de la facturation, Relais 2D, qui fait de la facturation de Relais Chantier qui lui est exclusivement sur subvention puisqu'il fait partie du service public de l'emploi. Deuxième raison financière, c'est que comme on avait une seule action, on a pas mal de FSE et le FSE, comme vous le savez, est une subvention d'équilibre. Ça veut dire que tout ce qu'on gagnait d'un côté, le FSE le retirait d'un autre côté pour qu'on arrive juste à l'équilibre, ce qui nous empêchait concrètement de faire du haut de bilan pour sécuriser notamment sur les retraites, etc., etc. Donc c'était la deuxième raison financière qui nous a fait créer. Et la troisième, qui est politiquement la plus importante, c'était de dire que le Relais Chantier faisait de la clause sociale et qu'il fallait une autre structure qui visuellement n'était pas la même que le Relais Chantier, qui est trop affiché clause sociale, pour s'occuper des 3 volets du développement durable, donc Relais 2D comme développement durable. Le Relais Chantier, lui, conserve, comme vous l'avez vu, la compétence de mettre en œuvre les clauses sociales. Je vous laisse passer à la suivante. Alors, les atouts surtout de ce type de montage, le gros avantage de ce type de montage, c'est-à-dire de travailler sur les 3 volets, c'est la vision globale qu'on a quand on est le facilitateur social du territoire à la base. C'est qu'on a une vision globale. Alors quand je dis vision globale, c'est une vision globale
à la fois des stratégies des différents acteurs, de la stratégie du bailleur, de la stratégie de la métropole, de la stratégie de la région en termes d'achat durable, mais aussi une vision globale de l'ensemble des chantiers qu'il y a sur le territoire, ce qui permet notamment, et comme d'autres territoires souhaitent le faire, de travailler des notions de réemploi, de recyclage des déchets du bâtiment, etc., puisque c'est le seul endroit, à ma connaissance, ou le seul acteur du territoire qui a cette vision globale de l'ensemble des maîtres d'ouvrage et de l'ensemble des chantiers et de l'ensemble des partenaires qui tournent autour, que sont les organismes de formation, etc. Le deuxième atout, c'est l'accompagnement complet qui est pour les maîtres d'ouvrage. Quand je dis accompagnement complet, c'est donc sur le volet social, le volet environnemental et l'approche économique, on y viendra un peu après, mais complet de la stratégie au bilan, hein, ce qui est difficile aujourd'hui pour un maître d'ouvrage à obtenir en dehors d'un facilitateur. Le troisième volet, qui à mon avis est un atout considérable, c'est que ça permet de mettre en place une stratégie de territoire. Comme il y a un acteur central, la stratégie, on peut la travailler de manière commune et la décliner. Vous avez par exemple la stratégie, puisque c'est le choix qu'on a fait dans un premier temps de se concentrer sur les déchets du BTP, comme d'autres territoires l'ont fait. La stratégie, c'est comment réduit-on les déchets du BTP, comment fait-on travailler les structures d'insertion sur cette thématique, et donc avec les différents maîtres d'ouvrage, de mettre en place des clauses, que ce soit autant sociales qu'environnementales, qui permettent de nous amener vers cette stratégie. Alors, on couvre tout le département, j'ai oublié de le dire, et bien évidemment, la stratégie qu'on va avoir sur Strasbourg ne sera pas forcément la stratégie plus rurale qu'on va avoir à 50 km, où la demande du maître d'ouvrage n'est pas la même. Il peut y avoir des points communs, mais il y a néanmoins des stratégies par territoire et par maître d'ouvrage, un bailleur qui souhaite faire travailler ses locataires, ce genre de choses, mais ça c'est le travail du facilitateur en général. Le dernier point qui me semble très important, c'est la notion de guichet unique. C'est sûrement le point le plus difficile à avoir. Alors autant sur le volet social, j'allais dire c'est pas très compliqué, en tout cas on a réussi à le faire sur notre territoire, même si c'est vrai que ça reste quelquefois un peu délicat, mais j'allais dire, personne ne veut s'emparer plus que ça du volet social. Sur le volet environnemental, c'est beaucoup plus difficile d'être le guichet unique. Parce que au niveau d'un certain nombre de cabinets, au niveau d'un certain nombre d'acteurs qui apparaissent sur les différents territoires, j'allais dire vulgairement, il y a de l'argent à faire, quoi. Voilà. Et quand il y a de l'argent à faire, c'est toujours plus difficile de se positionner en tant que guichet unique. J'ai néanmoins la conviction que cette notion de guichet unique est la seule solution pour permettre des avancées notables sur le territoire en termes environnementaux, comme ça peut être le cas sur les différents territoires en termes sociaux. Et on voit bien sur certains territoires où les facilitateurs sont un peu éclatés qu'il est plus difficile d'avoir une stratégie territoriale qui fonctionne bien. Je vous laisse passer à la suivante. 3 exemples simplement pour vous montrer comment les différents volets social, environnemental et économique sont mêlés, et du coup le travail qu'on essaie de mener avec les différents maîtres d'ouvrage et notamment la métropole. Sur le premier, vous avez un marché de fourniture de sacs en tissu, ce qu'on appelle des top bags, hein, pour les médiathèques de Strasbourg. C'est un renouvellement de marché où en fait les chargés d'opération, grosso modo, ils ont relancé le marché comme il était avant. Et il se trouve que le marché d'avant, c'était une société marseillaise, j'ai rien contre les Marseillais, mais qui envoyait des top bags depuis Marseille, des jaunes comme ça, parce que a priori c'était les moins chers, même s'il y avait à mon avis pas eu beaucoup d'offres précédemment. La question était, est-ce qu'on peut pas mettre des structures d'insertion là-dessus, puisqu'il y a des structures d'insertion qui sont lancées sur le retour du textile localement. Il se trouve qu'après un travail de sourcing assez important, on s'est rendu compte qu'ils étaient trop chers. Grosso modo, un top bag, ça vaut 1,50 €, et ils étaient à 2,50 €. Pour 3 raisons, ils étaient à 2,50 €. La première raison, c'est que ce qui est très difficile, c'est la teinture. Alors, je rentre un peu dans le technique, mais vous allez comprendre. La teinture dans la masse de ce textile. La deuxième, c'est l'impression. Et la troisième, c'est la main-d'œuvre, parce qu'ils sont pas assez industrialisés. Ils sont encore dans quelque chose de très fin. Voilà. Donc, ils n'étaient pas concurrentiels. On s'est à ce moment-là ouvert sur des acteurs de territoire qui sont des acteurs historiques en termes de confection textile, hein, qui eux sont en capacité d'avoir une main d'œuvre moins chère parce que c'est industrialisé chez eux et ils n'ont pas de problème d'impression. Mais on avait toujours cette difficulté d'avoir une teinture qui soit du tissu et qui, pour le gars de Marseille, était faite en Chine et était rapatriée. Et donc l'idée du relais 2D, a été de dire il faut qu'on mette en place une variante, parce que cette variante va permettre à
des entreprises du territoire, non pas de teinter dans la masse, mais de faire une impression qui reviendra exactement au même. Il sera entièrement jaune et donc il permettra de relocaliser cette confection de top bag plutôt que de les faire venir de Chine. Voilà, donc c'est un premier exemple. Vous voyez bien que le social a été tenté, l'environnemental est dans le coup et finalement on arrive sur un travail local. Voilà. La deuxième chose qu'on essaie de travailler, c'est très important en ce moment, c'est recyclage, réemploi, comme sur d'autres territoires, et le développement des structures d'insertion, puisqu'elles ont décidé de bénéficier de ces mannes en termes d'emploi et d'essayer de mettre beaucoup de monde là-dessus et de se développer. La première des choses qu'on a essayé de faire, là je parle du recyclage, on a fait une tentative sur les fenêtres, sur un chantier, hein, c'était un chantier alors assez facile à négocier parce que souvent sur les gros chantiers on est en entreprise générale, on était avec Eiffage et Eiffage a accepté qu'on fasse sur le territoire, là sur un quartier, que les habitants du quartier avec la maison de l'emploi sépare la vitre de l'huisserie, etc. Voilà. Pas très rentable, comme le disait à l'époque Eiffage, bon, absorbé par la maison de l'emploi qui avait un dispositif spécifique, parce qu'il n'y avait pas assez comment dire, c'était pas assez efficient. Voilà. Les structures d'insertion ont travaillé à cette efficience avec le réseau, les projets Récif, pour ceux qui connaissent, notamment qui sont sur la Lorraine, et dont ils ont récupéré donc les outils. Et donc on est sur un deuxième chantier qui lui est un chantier de Bouygues, où ils sont là sur un test de 500 fenêtres, où là par contre ils sont compétitifs en termes financiers. Et si ce chantier est concluant, l'étape d'après, ce sera donc d'inscrire des clauses environnementales systématiques qui obligent les différentes entreprises titulaires, donc souvent des entreprises générales, à séparer le verre du PVC le plus tôt possible pour en avoir une meilleure qualité, puisque plus le verre est qualité, mieux il sera revendu sur Saint-Gobain, et en même temps de positionner des clauses environnementales qui permettront de positionner les structures d'insertion qui de fait sont compétitives cette fois-ci en termes de coût. Voilà. Sur le réemploi, elle s'était sur une stratégie de créer une plateforme ressourcerie, etc. Il a été décidé de les positionner d'abord dans un premier temps sur du curage, marché réservé de curage, un petit marché de curage, hein, sur un secteur qui s'appelle Lieu d'Europe, hein, où il y avait quelque chose à faire qui n'était pas plus compliqué que ça et qui permettait aux structures d'insertion d'y aller. On a bien évidemment discuté le coût, mais elle rentrait dans le coût. Donc ça leur fait une première expérience en termes de curage. Voilà. Et là, on est sur le volet social. Mais maintenant, il s'agit non seulement de faire du curage, mais de faire une dépose propre pour pouvoir travailler sur du réemploi. Et là, on est sur un deuxième gros chantier qui, lui, se travaille avec un promoteur parce que c'est plus facile à travailler. On n'est pas soumis au code de la commande publique avec un promoteur, et donc on peut travailler directement avec une structure d'insertion qui a un bâtiment qui va démolir, mais beaucoup de matériel est neuf dedans parce qu'il y a des malfaçons sur le bâtiment, et c'est les structures d'insertion qui vont faire le curage de ce bâtiment, et le relais 2D qui va trouver des exutoires pour les choses à revendre sur d'autres chantiers dont il a la connaissance, et notamment j'ai une réunion vendredi avec l'aménageur du territoire qui va construire dans l'hôpital civil et qui va récupérer le placo, les rails, les gaines techniques, etc., etc., etc. Il restera encore les fenêtres sur lesquelles on est sur un travail avec des copropriétés dégradées qui éventuellement, si les dimensions correspondent, pourraient récupérer les fenêtres. On a donc là le volet social, le volet environnemental et le volet économique, puisque ça fait développer le territoire. Deux exemples où ça se mêle. Alors, comme on n'avait pas assez de travail, notre cher président a décidé de nous embarquer dans un pôle territorial de coopération économique sur la rénovation énergétique, et je le laisse le présenter. Oui, c'est vrai, c'est pas sans trop donner plus de travail au relais 2D qui fait quand même un travail assez formidable. Tu n'as pas précisé le nombre d'heures de relais 2D d'insertion, entre 850 000 et 1 million par an, à peu près. On est tous particulièrement satisfaits de cette opération qui date d'il y a très longtemps. Ça avait été inauguré à l'époque sur le premier chantier du tram à la fin des années 80 avec Catherine Trottmann qui était maire, et il n'y avait aucun texte qui le permettait. Donc on voit aussi que la volonté politique d'une collectivité, elle peut faire bouger les choses au niveau national, et on est très sensible à ça. Pour mettre un peu de cohérence autour de tout ça de manière globale entre clause sociale, clause environnementale, économie circulaire. Nous, pendant la campagne et depuis notre élection, on avance un projet de réhabilitation annuelle sur toute la durée du mandat de 8000 logements publics et privés et de bâtiments publics et privés par an.
ce qui est particulièrement ambitieux. Une étude de l'ADEME montre que rénover un appartement, ça équivaut à 0,4 TP. Si on est sur 8000, pour les rénover, il faut 3200 salariés qui puissent le faire, et on n'a pas aujourd'hui, sur le territoire de Strasbourg, de l'Eurométropole, on n'a pas les compétences nécessaires, le nombre de salariés nécessaires. D'où l'idée de rassembler l'ensemble des acteurs de la filière rénovation énergétique au sein d'un PTCE, d'un pôle territorial de coopération économique, qui est une forme de consortium porté par l'économie sociale et solidaire, qui vise à rassembler dans une même structure, dans une même organisation, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, le monde classique des entreprises, qu'il s'agisse aussi bien des grands groupes comme Vinci, Bouygues ou d'autres, que la Chambre des métiers, les artisans, et le monde de la formation au sens très large, en partant des organismes de formation, en passant par l'AFPA, les écoles d'ingénieurs, le lycée technique et l'université, pour structurer cette nouvelle filière économique génératrice de chiffre d'affaires pour les entreprises et d'emplois pour des personnes qui souhaitent se reconvertir ou pour les chômeurs du territoire. Alors, on vient de répondre à un appel d'offres national lancé par la secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. 4 axes de travail pour nous dans ce pôle. Le premier, qui nous a été inspiré par le proviseur du lycée du Corbusier, qui est le lycée du BTP, qui m'a dit: c'est super votre idée, mais comment vous allez faire pour attirer les chômeurs dans les métiers du bâtiment, alors que moi j'ai du mal à remplir mes sections CAP, BEP, parce que les métiers du bâtiment font peur. Donc premier objectif, comment donner de l'appétence sur les métiers de la rénovation énergétique, et faire comprendre que c'est plus tout à fait le manœuvre maçon qui portait les sacs de 50 kg de ciment. Deuxième objectif, c'est travailler sur la mise en place de formations qualifiantes à tous les niveaux, Bac-5, Bac+5, puisqu'on va aussi bien trouver des gens sur des tâches très peu qualifiées que des gens sur des métiers très qualifiés, puisque on est de plus en plus avec de la pose de capteurs dans les immeubles, etc. Donc, construire des trajectoires de formation. On va pas qualifier les salariés des entreprises, on va qualifier un pool de salariés du territoire qui sera mobile en fonction des besoins sur les entreprises, et on travaillera sur des parcours d'insertion qualifiante progressive. Troisième axe de ce consortium, réfléchir aux modalités de coopération, de co-traitance, pour sortir de l'habituelle sous-traitance entre les grands groupes et les petits artisans qui ont l'impression de se faire étrangler, pour développer des nouvelles formes de coopération entre les acteurs de l'ESS et les acteurs des entreprises classiques. Il y a par exemple de nouvelles formes de joint venture sociales qui ont été expérimentées sur quelques territoires en France, et donc on va essayer de s'inspirer un peu de toutes ces nouvelles formes innovantes de coopération. Et dernier volet, c'est comment travailler, Gilles en parlait sur son deuxième exemple, comment développer l'économie circulaire, notamment dans sa partie réemploi, pour réduire le volume de déchets produits, faire des économies en coût carbone. On démarre sur cette question. La question du réemploi est importante, et on a politiquement conscience du fait que pour que le modèle économique des plateformes de déchets fonctionne, il faut qu'il y ait une volonté politique forte de mise en œuvre avec une obligation d'un pourcentage de réemploi dans les marchés. Donc on aborde cette question seulement, on commence à travailler dessus, et ce PTCE, évidemment, c'est une gouvernance partagée qui va nous permettre d'avancer tous ensemble sur cette question. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur Relais 2D, nos projets, et on est prêt à répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup. Je fais mettre du temps, donc le souci c'est que vous avez été un poil long. Moi j'ai noté 2 questions qui ont été posées, mais il y a les 2, je vais vous demander d'y répondre très court, mais je voudrais d'abord, vous remercier parce que c'est présentation très synthétique. Je pense que vous allez sans doute avoir des demandes de visite sur place qui risquent d'arriver, mais ça c'est normal, quand on est attractif, on a des gens qui viennent voir. Deuxième chose, de dire qu'aussi la force du réseau Alliance Ville Emploi, c'est qu'on va pouvoir partager vos expériences techniques, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait dans son territoire, parce que la taille est différente, là on a mis en valeur quelque chose, vous savez, on a
des structures dans des territoires bien plus petits, au sens noble du terme, et parfois ils ne pourront mettre qu'un bout et ils pourront se servir de votre expérience parce qu'on la partage et ça je trouve que c'est important dans notre réseau. Et puis sur la partie des élus, parce qu'on parle beaucoup des techniciens, je trouve que c'est toujours important et nous c'est ce qu'on développe au niveau national, qu'on laisse la possibilité aux élus locaux de pouvoir porter des dynamiques parce que c'est ces dynamiques qui créent ces dispositifs et qui créent des solutions locales qui sont pour la plupart, et cet exemple-là, extrêmement utiles. Donc moi j'ai noté comme question, pouvez-vous préciser la clause genrée? Alors là, le problème, c'est que vous avez que 30 secondes et je pense qu'il faudra sans doute partager quand vous arriverez parce que techniquement, ça soulève quand même beaucoup de questions. Ce que j'ai noté aussi, alors sans rentrer forcément dans toute la question, c'est vos deux structures, combien il y a de salariés à l'intérieur qui gèrent, combien d'équipes, quelle est la composition de votre équipe, ça sauf erreur. Vous ne l'avez pas dit, voilà les deux questions que j'ai relevées. D'accord. Alors, pour les salariés, dans Relais Chantier, il y a 7 salariés, 6 conseillers en insertion professionnelle et une personne qui est en charge de la gestion transversale, ressources humaines, comptabilité, etc., etc., etc. Et dans Relais 2D, il va y avoir assez rapidement, pour le moment on est 3, mais dès le mois prochain on est 4, puisqu'il y a donc un collègue qui s'occupe des clauses sociales, on va dire ça comme ça, une collègue qui s'occupe des clauses environnementales, une assistante administrative et moi-même. Donc ça fait 10 en tout. 11, pardon, excusez-moi. Voilà. Et pour les clauses genrées, en 30 secondes? Et pour les clauses genrées, vous avez dit l'essentiel, on a décidé de l'inscrire dans le SPASER, mais c'est un sujet éminemment complexe. Comment faire rentrer des clauses genrées dans un marché alors que la clause doit porter sur le marché et pas sur la globalité d'activité de l'entreprise. Donc on avance pas à pas, et s'il y a des gens qui sont intéressés, je propose que Gilles laissera mes coordonnées et on pourra échanger par mail après, notamment avec mon collègue en charge de la commande publique. Bien volontiers, je saisis la balle au bon parce qu'effectivement, c'est aussi un des 4 axes de travail dans le guide de la commande publique responsable que j'évoquais en introduction. Et ils sont très demandeurs d'expérience et d'expérimentation sur ce sujet. Alors, on vient de l'inscrire, donc en termes d'expérimentation, on sera encore un peu jeune, mais en termes de réflexion, on pourra avancer. Donc, je reste à votre disposition sur ce sujet-là. Et par ailleurs, juste pour finir, je suis administrateur du RTES, qui est le réseau des territoires pour l'économie sociale et solidaire. Et il y aurait peut-être des échanges, je ne sais pas si vous êtes déjà en contact avec eux, mais il pourrait y avoir des échanges, notamment sur ces questions-là, entre ces deux réseaux. Tout à fait. On avait un petit peu travaillé sur les kits élus pour les municipales ensemble, et notamment, effectivement, sur cette dimension-là. Okay. Et vous pourrez saluer la déléguée générale de ma part du RTES parce qu'on a tous été ou on est tous à un moment dans ces formidables réseaux. Et oui, les interactions, et ce sont les membres d'AVE qui font vivre AVE. C'est le petit message que je vais vous faire passer. Quand vous bagarrez localement pour essayer de porter des sujets, nous, on s'alimente techniquement parce qu'au niveau national, notre rôle, c'est de soutenir les initiatives. On n'a pas de jugement de valeur, on les trouve toutes formidables par principe. Et si on peut faire bouger quelque chose, on le fait, et on s'appuie sur vos expériences. Je fais trop long, je suis désolé, parce qu'on a mis 3 sujets qui, je pense, sont tous les 3 différents et très intéressants. Et donc, on va garder le rythme. Merci énormément pour vos interventions. S'il y a des questions qui viendraient plus tard, vous pouvez faire des mails à Alliance Ville Emploi et nous, on vous relaiera ou on vous réinterrogera et on partagera, bien sûr, avec celles qui ont besoin, les réponses. Et on va continuer, j'enchaîne très vite sur le 1% insertion. J'avoue, quand les équipes m'ont présenté ce sujet-là, parce que Strasbourg, je connaissais un peu, là, j'ai quand même dit qu'est-ce que c'est. Et je passe la parole à monsieur Jean-Luc Sanvoisin, s'il peut la prendre, pour nous présenter. Donc, c'est chef du service ressources et développement de l'emploi à Grenoble-Alpes Métropole. Voilà, donc je vous mets juste ma caméra 2 secondes si vous voulez voir ma tête, voilà, mais je vais l'enlever, je pense que ça sera mieux pour la bande passante. Donc en effet, je suis chef de service ressources et développement pour l'emploi, donc dans la direction insertion de l'emploi de Grenoble-Alpes Métropole, donc mon service notamment s'occupe des clauses sociales, de l'ensemble du suivi des structures d'insertion par l'activité économique et du coup de l'emploi dans la politique de la ville et du coup de la mise en place du dispositif 1% sur les QPV en rénovation urbaine. Du coup, je vous laisse défiler le PowerPoint. Bon, ben ça c'est bon, c'est fait. Voilà, celle d'après. Donc,
un peu, alors la genèse du dispositif et son objectif, sa logique. Donc concrètement, en 2000, alors c'était 2016-2017, donc au moment du travail de la nouvelle convention de rénovation urbaine, on s'est posé des questions en effet sur est-ce que finalement l'emploi est au rendez-vous et finalement ces projets urbains amènent-ils vraiment des améliorations sociales et de l'emploi pour les habitants des QPV? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était la question de la sécurisation des chantiers. On avait un certain nombre de blocages de chantiers, certains pour des revendications emploi, d'autres pour d'autres revendications. Après, c'est aussi des questions parfois d'obtenir des marchés pour des entreprises locales. Enfin voilà, il y avait plusieurs choses. Et du coup, voilà, on a réfléchi du coup à ce qu'on pouvait mettre en place. Dans une logique, et ça c'est important, donc je disais du working first, de travailler d'abord, c'est-à-dire concrètement, on se rend compte, je pense que c'est un peu pareil pour beaucoup de monde, sur les quartiers prioritaires, on a beaucoup de demandeurs d'emploi qui du coup ne sont plus du tout suivis ni par les missions locales, ni par le PLI, parce que ils estiment que leur parcours est trop long et que ça manque de concret souvent. Et donc l'idée en effet, c'est de proposer du travail en premier pour leur permettre de se réinscrire dans une structure emploi et d'essayer de mettre en œuvre un parcours. Donc voilà, ça marche parfois et parfois ça marche pas. Donc on est vraiment sur améliorer l'emploi dans les quartiers politiques de la ville. Sur la diapo d'après, donc vous allez mettre le lien du coup parce que on a fait un motion design, donc un petit film d'1 minute 50, enfin 1 minute 40, qui présente l'ensemble du dispositif et qui passe du coup dans les différentes maisons du projet et qu'on essaye de montrer, c'est vraiment à disposition des bénéficiaires. C'est pour leur expliquer ce qu'est ce dispositif et comment ils peuvent s'y inscrire. Je vous laisse du coup déclencher. Je vous propose de poursuivre la présentation vu du nombre de personnes qui nous ont répondu. Si jamais il y en a qui ont des petits soucis, oui, ça se verra après. En tout cas, par contre, présentation très claire, synthétique, choc. Voilà, donc vraiment l'intérêt en effet, c'est de leur dire voilà, il y a un numéro unique, vous appelez sur cette ligne, vous laissez votre nom, on vous rappelle et on vous met en lien du coup voilà, sur l'ensemble des solutions qu'on a. Donc les 5 piliers un peu du dispositif 1%, c'est d'avoir mis du coup des coordinations des acteurs emploi dans les 4 quartiers du PNRU du coup qui font l'objet de la convention de rénovation urbaine. Donc après on passera après sur qui participe à ces coordinations, de faire de la coordination avec l'ensemble des donneurs d'ordre. Alors là on est vraiment sur tout donneur d'ordre, ça va des bailleurs, des villes, de la métropole. On est sur à la fois le TP, le BTP, les espaces verts, enfin partout où on peut agir, on essaye d'agir et du coup, forcément, on essaye de travailler avec les donneurs d'ordre aussi pour multiplier les solutions d'emploi. On a mis en place des actions innovantes. J'ai fait le choix de vous en présenter 2 parce que je ne vais pas tout vous présenter, sinon en une demi-heure, ça ne tiendra pas. De diversifier du coup on va dire les étapes de parcours, c'est-à-dire ce qu'on voulait, c'est avoir des réponses pour toutes les personnes qu'on rencontre dans les quartiers, quelles que soient leurs compétences, leur savoir-être, leur niveau d'entrée par rapport à l'emploi. Donc pareil, je dirais 2 mots là-dessus. Et enfin, l'important en effet, c'est de construire des parcours, c'est-à-dire c'est pas de faire du one-shot, c'est vraiment d'avoir une vision sur le long terme et de pouvoir suivre les mises à l'emploi durables qui se font par le biais du 1%. Donc je vous laisse passer la diapo d'après. Donc, si vous pouvez grossir, ça serait même super parce que moi, mon écran est tout petit ou alors je vais le lire à côté. Donc, dans les partenaires de l'emploi, on a bien sûr les missions locales, les maisons de l'emploi, le pôle emploi, des organismes de formation. On a un certain nombre d'acteurs de proximité, alors les maisons des habitants, les agents de développement territorial, les agents de prévention. C'est vrai qu'on a ça, on a des éducateurs de prévention et on a des agents de prévention, on bosse avec les 2, les éducateurs jeunesse, les associations diverses, parfois des clubs de foot, des maisons des jeunes. Enfin, voilà, on essaye d'associer le plus de monde possible sur ces temps de coordination qui ont lieu 1 fois par mois.
Et enfin, dans les donneurs d'ordre, ben voilà, on est sur les principaux bailleurs. Il y en a plusieurs sur nos quartiers. Et bien sûr, Albizère Habitat, la ville de Grenoble, dès qu'il y a un équipement, aussi un gymnase, un équipement sportif, on essaye en effet de pouvoir proposer des actions d'insertion autour de ces constructions. Donc, vous pouvez continuer. Voilà. Alors là, c'est juste pour vous illustrer la variété de ce qu'on peut faire. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail. Je rentrerai dans le détail des chantiers écoles ou chantiers pédagogiques, mais on a mis en place donc des chantiers éducatifs d'insertion. Concrètement, c'est des chantiers qui sont plus longs qu'un chantier éducatif classique et sur lequel on a un retour d'évaluation sur les compétences et le savoir-être des personnes qu'on arrive à placer sur ces chantiers-là. En général, c'est une durée de travail d'1 mois, ce qui nous permet après d'envisager une autre étape de parcours pour des personnes qui sont loin de l'emploi, qui ont fait justement que du chantier éducatif auparavant. On a mis en œuvre des chantiers écoles, mais là, je reviendrai dessus parce que c'est une des actions dont je voulais vous parler. On a aussi des accords par subvention, du coup, avec les régies de quartier sur ce qu'on appelle des chantiers de proximité. Alors, c'est un peu, ça ressemble un peu au chantier éducatif d'insertion, sauf que du coup, ça peut être sur d'autres secteurs d'activité. Du coup, en effet, c'est des contrats qui sont hors insertion, c'est-à-dire c'est pas des CDIE, pardon. C'est vraiment des contrats en plus, des personnes en plus qui sont mis dans des équipes d'insertion, toujours dans une logique d'évaluation et de voir après comment on peut continuer le parcours et quelle étape on peut proposer après. On a obtenu des places dans des ateliers linguistiques parce que bien sûr la question de la langue reste un problème pour une majorité des personnes qu'on accompagne. À Lille, donc, qui est une association en fait, prestataire du 1%, qui met en œuvre des SAS en fait, qui ont pour objet de travailler sur les savoir-être et de valider les savoir-être, qui sont suivis d'une PMSMP de 15 jours et après d'un accompagnement vers une entreprise. Alors, on est sur un objectif d'avoir un CDI à la fin, ce qui n'est pas toujours facile, mais voilà, avec un vrai accompagnement et de l'entreprise et des candidats pour que l'insertion soit le plus réussie possible. Et enfin, Mosaïque RH, donc c'est des sessions pareil de coaching pour des jeunes diplômés. Les élus voulaient vraiment insister sur le fait qu'en effet, les diplômés dans les quartiers, du fait de leur absence de réseau, ont vraiment du mal à avancer parfois au niveau de qualification qu'ils ont. Et du coup, voilà, on a mis en place ça. Sur lequel aussi on a d'assez bons résultats, puisque 50% des personnes qui passent sur ces sessions de Mosaïque arrivent à rentrer dans l'emploi après. Voilà, donc, alors elle n'est pas tout à fait centrée, mais concrètement, je voulais vous parler de 2 actions en particulier, et on pourrait en débattre très longtemps, parce que même nous, on en débat encore. Donc, on a mis en place des permanences emploi au démarrage, donc le premier jour de l'arrivée de l'entreprise dans une opération urbaine, sur une ville en particulier sur laquelle il y avait énormément de blocages de chantier liés à l'emploi. En tout cas, il y avait des revendications emploi. Et donc, concrètement, le premier jour du chantier, à 8 h du matin, on ouvre une permanence dans la proximité du chantier et on reçoit l'ensemble des demandeurs d'emploi qui se présentent ce matin-là, dont une partie sont orientés par les agents de prévention qui sont présents au démarrage de chantier et du coup qui les orientent vers la permanence. Voilà. Donc dans ces permanences, bien sûr, le but en effet c'est de rencontrer, d'accueillir en effet des nouveaux candidats, des gens qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas forcément suivis. Du coup, une fois diagnostiqué le besoin et où ils en sont dans leur parcours, c'est vraiment d'assurer un suivi de l'ensemble des situations par des vraies propositions de contrat. Donc, on fait des propositions à quasiment tous les participants avec des degrés de réussite divers. Il y a beaucoup de bonnes réussites, de personnes qui du coup, peuvent être en emploi 6 mois, 1 an après ce temps de permanence et d'autres qui ont fait 2 jours et qui sont parvenus. Donc voilà, mais ça fait partie, en effet, quand on va vers les plus éloignés, c'est le risque. Voilà. Et du coup, pour ces permanences, on a associé donc une TTI.
la régie de quartier du territoire où la permanence se passe, la mission locale, le plan local d'insertion et de l'emploi, les agents de prévention et aussi le bailleur en général, parce que pour le moment, on a plutôt pris des opérations de bailleurs qui, du coup, aussi contribuent aux solutions emploi qui peuvent être proposées, notamment sur des agents de médiation, sur la sécurisation en bas des chantiers. Voilà, il y a eu des propositions qui nous ont permis de faire rentrer des candidats dans l'emploi. On peut passer, du coup. Là, donc après, s'il y a des questions, j'y répondrai. La deuxième action phare pour nous, enfin vraiment ce sur lequel on voulait vraiment mettre l'accent, il y avait eu des tentatives les années précédentes, mais avec quand même des réussites, mais aussi des échecs parce que c'était difficile de maintenir la présence des stagiaires tout au long des chantiers écoles. Donc là, on refait des chantiers écoles avec un organisme de formation, même avec 2 d'ailleurs pour le moment. On est sur les chantiers écoles BTP. Donc, pour réaliser ces chantiers écoles, donc qui sont une formation en cours d'emploi, on a une mise à disposition des appartements. Alors, en général, un appartement suffit pour 3 mois de formation par les bailleurs. Et donc, il y a un groupe de 10 jeunes qui qui réalisent les travaux en se formant par du coup un organisme de formation et avec ça a été beaucoup discuté donc il y avait l'obtention d'un CQP mais voilà ça s'est fait dans les premiers et puis c'est quelque chose qui est un peu compliqué puisque le nombre d'heures de formation, on est autour de 300 heures, n'est pas favorable à la réussite en fait à l'examen et parfois ça peut même encore plus les mettre en échec. Par contre, ce qui est important, c'est qu'une fois le chantier école terminé, on met en place un job dating, c'est-à-dire qu'on fait venir une dizaine d'entreprises pour les 10 stagiaires. Et du coup, on a vraiment un très bon taux de retour à l'emploi puisque 80% des jeunes qui sortent trouvent du boulot dès le premier jour en fait de la sortie de la formation. Voilà. En plus, c'est des formations courtes, donc il n'y a pas non plus le problème. Enfin, on en est du coup à notre 4e. On a eu très peu d'abandons. Je crois qu'on a dû avoir 3 abandons sur 4 sessions. Voilà. On fait la même chose sur des chantiers écoles nettoyage. Donc, c'est pareil, c'est un organisme de formation qui intervient sur un équipement de proximité du quartier. Là, on est dans un équipement jeunesse et dans une école élémentaire. Et pareil, donc les stagiaires se forment en même temps qu'ils travaillent. Alors là, on n'a même pas mis en œuvre de job dating puisqu'en général, ils sont recrutés quasiment avant la sortie de la formation. Je pense que la qualité de la formation qui est donnée favorise vraiment la reprise à l'emploi très rapide derrière. Voilà. Et on a du coup en perspective, enfin on travaille dessus, on commence à avoir, en tout cas sur les espaces verts et les travaux publics, on pense qu'on va réussir aussi à en mettre en œuvre, concrètement sur la réalisation d'un bout de route, voilà, sur les travaux publics, et sur les espaces verts, sur la réalisation d'un parc. On va essayer de toute façon de diversifier ces modes de formation, je leur dis qui sont courtes. Les personnes ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle et ça assure quand même, il y a un certificat aussi de l'organisme de formation sur l'attestation d'acquisition de compétences et qui permet vraiment un retour à l'emploi. Voilà, donc pourquoi le 1%? Alors ça s'appelle 1% parce qu'on est sur 1% du budget de l'ensemble de la rénovation urbaine sur les 10 ans qu'on a lissé. Donc en fait, on est à 300 000 € par an. Ces 300 000 €, ils sont répartis. Alors c'est 300 000 € hors coût de salaire. Hein. Je reviendrai après sur les coûts de salaire. Donc, ils sont répartis sur une enveloppe que la métropole a mise de 100 000 € qui finance un certain nombre de prestations, d'actions. On a les bailleurs qui contribuent justement par la mise à disposition d'appartements, du coup l'achat des matières premières et du coup le blocage, enfin le fait que la rénovation de l'appartement prend un peu plus de temps par formation et du coup voilà, ça compte aussi les coûts des loyers. Et la plus grosse partie, elle est donnée par Pôle emploi. En fait, c'est les coûts de formation qui sont quand même assez chers.
on est sur 140 000 € sur 2 sessions de formation, une sur le BTP et une sur le nettoyage. Voilà, et du coup, cette année où on en fait le double, on sera sûrement sur le double, donc on sera au-delà des 300 000 €. Sur la question de l'équipe qui est en charge et du coup, voilà, du coût en effet salarial. Donc, on était au départ sur un ETP chargé de mission, mais très vite sur 4 quartiers, ça nous a paru insuffisant. Donc, on a développé un deuxième poste. Donc, maintenant, ils sont 2 en fait à intervenir, un sur 2 quartiers, l'autre sur les 2 autres quartiers. On a un tout petit temps d'assistance administrative et on a recruté un apprenti cette année. D'ailleurs, c'est vraiment l'enjeu de la continuité du 1% pour faire le suivi en fait. Finalement, c'est ce qui fait le plus de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des coordinations toutes les semaines sur des suivis de situation où on est sur des propositions d'emploi, du suivi de la mise en œuvre de ces propositions d'emploi et du coup du lien avec l'ensemble des opérateurs emploi. Et voilà, ça c'est quelque chose qui prend du temps, qui a été fait par un apprenti, mais qui va nous manquer. On n'aura pas d'apprenti l'année prochaine. Donc là-dessus, il faut vraiment qu'on avance pour qu'on ait un poste. Donc, ça nous fait un coût donc, salarial de 118 000 €, hein, voilà, grosso modo, et une participation de l'ANRU de 47 500 €. Donc, bien sûr, il y a une partie assez conséquente pour la métropole. Du coup, vous pouvez passer à la suivante. Et on arrive au bout. Là, je vous ai mis cette diapo, alors je ne vais pas la commenter. Hein. L'objectif, c'est 200 bénéficiaires par an. On est sur 180 bénéficiaires en 2020 pendant le Covid. Donc, on était du coup très satisfait du résultat avec les périodes creuses qu'il y a eu. Je précise que ces 180 bénéficiaires sont en plus des bénéficiaires des clauses qui habitent les quartiers politiques de la ville, qu'on ne compte pas forcément dans les chiffres du 1%. Et vous voyez, le résultat emploi, il y a vraiment un très bon résultat puisqu'on a eu 115 retours à l'emploi et 83 qui sont passés sur des formations. Voilà. Donc après, bien sûr, il y a le nombre de coordinations par année, etc. Donc, les perspectives de développement pour nous maintenant, c'est on a candidaté au Cité de l'Emploi, donc on attend la réponse. Si on est retenu dans le cadre des cités de l'emploi, on veut vraiment finaliser la création de ce poste de suivi des participants parce qu'aujourd'hui, les chargés de mission, ils sont plutôt sur la création d'actions et ils n'ont pas forcément le temps d'assurer l'ensemble de ces coordinations. Du coup, d'avoir un lien fort avec les prescripteurs, de renforcer nos permanences emploi, donc les permanences sur les situations, et on a un gros sujet sur la mobilisation des publics féminins. Alors, vous constatez qu'il y a, alors on va pas le mettre, hein, mais du coup, il y a un lien, alors celui-là est plus long, c'est en fait des témoignages des personnes qui ont participé aux différentes actions du 1%, voilà, et qui du coup, relatent leur expérience et ce que ça a apporté pour eux en termes d'emploi. Voilà, je suis ouvert aux questions. Alors, merci. D'abord, moi, je note que dans le cadre de nos relations avec l'ANRU, nous disons que de temps en temps, certains territoires arrivent à se faire financer. Et on a mis discrètement un exemple, donc ça peut faire réfléchir sur certains territoires. Donc, l'idée, c'est pas de rebalayer. Donc, moi, j'ai noté quelques petites questions. Alors, pareil, comme on est quasiment au délai maximum, assez rapidement, s'il y a besoin de plus de détails, on pourra échanger par mail. Donc, il y en a 3. Qu'est-ce qu'un chantier d'insertion éphémère? La première. Alors, un chantier d'insertion éphémère, alors malheureusement, c'est un projet qui n'a pas vu le jour. On aimerait bien y arriver. C'est avoir une activité qui permette de créer un chantier d'insertion sur un quartier QPV, mais sur une durée déterminée. Ce n'est pas quelque chose qui est destiné à vivre ad vitam aeternam. Il y en a eu dans d'autres villes que nous. Hein. Moi, j'ai entendu notamment, par exemple, la question de rénovation des livres dans des bibliothèques. Voilà, c'est vraiment une activité qui est liée à une activité qui va s'arrêter, en fait. Voilà. Deuxième question, qui pilote les chantiers écoles et quels sont les financements? Alors là, ça peut prendre, c'est une question, on dit généralement au bac, hein, vous avez 4 heures et en 4 secondes. Alors, en 4 secondes, c'est nous qui pilotons. On met en lien Pôle emploi,
l'organisme de formation, c'est quand même du coup l'organisme de formation qui fait la proposition de formation et qui fait le devis, et on les met en lien bien sûr avec les bailleurs. Et en général, ça va assez vite maintenant, en tout cas, on est un peu rodé. Du coup, il y a une proposition de devis, Pôle emploi accepte ou n'accepte pas. Pour le moment, ils ont tout accepté, ils financent et on lance. Voilà. Et tous les partenaires sont présents à toutes les étapes, hein, la mission locale, Pôle emploi. Il y a des gros enjeux autour de l'indemnisation des stagiaires avant. Je vous le dis au cas où vous vous lancez, c'est vraiment une question, si c'est raté au départ, c'est très dur à gérer après. Apparemment, les gens aiment vous répondre parce qu'il y a des questions qui rentrent, donc on a un peu plus. La troisième, alors de façon assez technique, quel est le lien avec le facilitateur clause? Vous l'avez évoqué, mais c'est vrai que peut-être à préciser. C'est un lien très étroit, c'est-à-dire concrètement aujourd'hui, on est réellement sur la logique de faire rentrer les habitants des quartiers dans les clauses en rue. Avant, ce n'était pas forcément le cas, on était plutôt sur du général. Maintenant, on fait des actions spécifiques quand les opérations commencent, et on est vraiment sur repérer des publics habitant les quartiers et se servir de la clause comme une porte d'entrée, enfin se servir de l'opération urbaine, de la clause de l'opération urbaine comme porte d'entrée pour les habitants. Après, ils peuvent être mis sur d'autres clauses sans aucun problème. Le but, c'est que ça ne dure pas trop longtemps, justement. Mais clairement, on affiche ça comme porte d'entrée. Donc, du coup, c'est vraiment, quand il y a un nouveau chantier, c'est des postes qui sont vraiment mis au recrutement. Il n'y a pas de mutualisation d'autres clauses sur ces postes-là. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a remarqué avec le temps. C'est-à-dire concrètement, on arrive avec une nouvelle opération, on dit, ah bah tiens, il y a 10 postes, mais en fait, il y en avait 8 qui étaient déjà pris par des gens qui étaient déjà en clause. Et donc, on a sorti finalement les opérations urbaines de cette organisation-là. Alors, j'enchaîne pour garder le timing. Est-ce que les permanences emploi que vous évoquez sont faites in situ, c'est-à-dire dans les QPV ou dans les chantiers? Précisez peut-être le lieu où elles se tiennent, s'il vous plaît. Alors, soit dans un équipement qui est discuté avec nos partenaires. Donc, on essaye de trouver le lieu le plus adapté. Ça pourrait être en effet au pied d'un chantier si on avait une salle. Pour le moment, ça a été fait dans un équipement qui est à l'intérieur du quartier, qui est l'équipement jeunesse. Voilà. Que du coup, voilà, qui est facile d'accès. On essaye d'être très proche. Mais on va trouver ce qu'il y a de plus proche, en fait. Et quand on parle à des facilitateurs, des facilitatrices et qu'on met 300 000 euros et qu'on dit il y a 100 000, il y a 48, il y a 140, comme ça ne fait pas 300 000, j'ai des questions de précision sur la ventilation des 300 000 euros que vous avez évoqué. Je crois que ça a donné beaucoup d'idées. La ventilation de 300 000, on n'a pas dépensé 300 000 l'année dernière. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas 300 000. Mais voilà, le Covid a joué là-dessus. Mais à terme, on est dans une logique d'être autour de 300 000 euros. Et à mon avis, on sera beaucoup plus, vu qu'on fait encore plus de chantiers écoles et que c'est ce qui a le plus gros coût en fait. Alors, c'est juste dans cette ventilation, il y a 100 000 de la métropole, 48 de l'ANRU. Et c'est quoi? C'est Pôle emploi? C'est l'apport de Pôle emploi qui fait la variable d'ajustement? C'est Pôle emploi qui paye la formation. Et après, c'est la partie des bailleurs. C'est-à-dire que pour faire un chantier école, il faut bloquer un appartement. Et l'organisme de formation ne paye pas le matériel. C'est-à-dire c'est le bailleur qui paye le matériel. Et du coup, c'est ça qui est pris en compte dans l'apport bailleur. Très précis. Peut-être frustrant sur la question. En tout cas, merci. Un autre exemple concret, en se baladant, on se balade. Les webinaires sont bien parce qu'on fait le Tour de France là, mais beaucoup plus confortable que les coureurs cyclistes. Merci de cette intervention synthétique. En plus, 74 personnes connectées, donc c'est qui vous ont écouté. Et nous allons enchaîner. Donc on continue ce Tour de France, on redescend vers le sud. Partenariat entre Valorem et le Pli des Graves. Donc, nous allons avoir plusieurs intervenants. Là, il y en a un peu trop pour moi, pour tous les citer, donc je vais les laisser se présenter. Je me tais, je vous laisse la parole. Si ça peut faire 20-25 minutes, ça serait sympa pour avoir toujours ce petit temps d'échange de 5 minutes et pas trop déborder pour capter tout le monde. Merci à vous d'avance. Donc, on se présente? Allez-y, allez-y. D'accord. Alors, bonjour. Elisabeth Abriva, je suis responsable projet d'insertion et facilitatrice au Pli des Graves qui couvre la communauté de communes de Montesquieu et la commune de Bègles, donc en Gironde, sur la métropole bordelaise pour partie.
Bonjour à tous, je suis Marie Beauvais, je suis la référente clause d'insertion pour le groupe Valorem, producteur d'énergie verte. Oui, bonjour, Yannick Ménard, donc chargé de relations entreprises au département de la Gironde, en charge de la clause d'insertion. Bonjour également, Didier Ravelli, donc collègue de Yannick, chargé de relations entreprises pour le département de la Gironde aussi. Allez-y, on vous laisse présenter ce beau partenariat. Alors, je dis beau parce que moi, je l'ai déjà vu, mais on va vous laisser pour les autres. Alors, peut-être juste démarrer, et puis je vais rapidement laisser la parole à Marie Beauvais. C'est vrai que on a voulu faire une présentation, je dirais, j'allais dire un peu chorale, avec, et encore aujourd'hui, je dirais, les différents facilitateurs qui ont pu travailler avec Valorem sont peut-être là, certains nous écoutent peut-être et sont peut-être présents. Donc, on a voulu faire une présentation à plusieurs voix sur cette action que nous avons menée ensemble et qui continue aujourd'hui et qui perdure et qu'on a souhaité du coup intituler « Accéder à l'emploi grâce aux énergies renouvelables ». Peut-être laisser la parole à quelques éléments de contexte. Je laisse la parole à Marie Beauvais. Oui, je ne sais pas qui fait défiler le diaporama. Donc, le groupe Valorem a pris un engagement en 2016 avec l'association ADEL et le Pied des Graves pour faire une première tentative sur l'emploi avec les énergies vertes sur 3 chantiers de parcs photovoltaïques en Gironde. Dans la région du Médoc, c'est une convention qui a été signée à 3, puisque le département de la Gironde s'est associé à cet accompagnement sur ces 3 chantiers qui se situaient en zone blanche. Vous voyez devant vous le cycle de vie d'un parc photovoltaïque et vous voyez que la construction, la partie chantier est finalement une partie assez courte de ce cycle de vie. Cycle de vie estimé environ à 35 ans. La construction, en gros, se joue sur 6 mois, des fois un peu plus selon la taille du chantier. Et donc, nous avons testé sur ces 3 premiers chantiers la clause d'insertion, donc avec ADEL et le département de la Gironde. Tu peux peut-être passer, voilà. Donc, pour vous dire, concernant les énergies renouvelables, la réglementation est très stricte sur le sujet. Et donc, ces unités de production se situent essentiellement dans les territoires ruraux. Ce sont des territoires ce sont différents sites qui sont dispersés sur l'ensemble du territoire national. C'est la raison pour laquelle vous avez vu l'ensemble des facilitateurs avec qui nous avons travaillé, qu'il s'agisse de la Gironde, de l'Aude, de l'Aube, que ce soit du Loiret, que ce soit d'autres départements. Ce qui est très très intéressant puisque ça permet du coup un travail en profondeur avec les facilitateurs, notamment pour identifier les profils qui pourraient correspondre selon le bassin de l'emploi de chacun de ces territoires et finalement de co-construire ces parcours d'insertion entre le donneur d'ordre, les facilitateurs et bien entendu l'ensemble des entreprises sous-traitantes qui sont implantées localement. Puisque l'idée pour nous, c'est de faciliter le retour à l'emploi sur les chantiers à énergie verte au plus près du chantier. Il ne s'agit pas d'obliger des personnes à se déplacer sur de longues distances pour venir travailler, mais de leur offrir une opportunité sur un temps qu'on espère le plus long possible à chaque fois pour chacune de ces personnes et qu'elles puissent venir facilement mener cette expérience et cette découverte de ces nouveaux métiers sur les énergies vertes. Pour Valorem, c'est un dispositif qui a été généralisé à l'ensemble des marchés de travaux du groupe et qui s'inscrit aujourd'hui donc dans la politique RSE du groupe. C'est une condition d'exécution de nos marchés. Et donc, nous avons identifié 3 piliers pour mettre en place cette clause d'insertion. Le pilier social, je viens de vous le dire, c'est le retour à l'emploi à proximité des parcs et l'inclusion des personnes en situation de fragilité sur le marché du travail,
puisque l'essentiel des personnes qui viennent travailler sur nos chantiers sont plutôt des personnes de niveau 4 ou de niveau 5, qui ont peu de qualifications et qui justement peuvent remettre le pied à l'étrier grâce à cette expérience. Deuxième pilier, le pilier sociétal, favoriser la rencontre entre les acteurs du territoire, bien entendu les acteurs économiques, les acteurs politiques et les acteurs du secteur de l'emploi et de l'insertion. Et nous faisons notamment cette rencontre entre les différents acteurs à l'occasion de visites de chantier et à l'occasion de tout le travail d'ingénierie nécessaire en amont du chantier pour lancer les clauses d'insertion. C'est évidemment un pilier important puisque ça permet à des personnes du territoire de s'approprier le projet pour y avoir travaillé ou pour y avoir participé financièrement via une plateforme de crowdfunding. Et enfin, le pilier économique pour essayer à chaque fois que c'est possible de valoriser les entreprises du territoire et leur proposer à l'issue du chantier des possibilités de recrutement que l'on espère à chaque fois en CDI pour les personnes qui ont participé au chantier. Et donc, d'ancrer très localement le tissu économique et essayer de participer finalement à cette vitalité économique des territoires avec les énergies vertes. Voilà, Valorem a été donc reconnue entreprise leader pour l'inclusion par le préfet de Haute-Garonne. Nous avons signé la charte Les entreprises s'engagent. Et donc, vous allez voir sur les diapos suivantes le processus de mise en place. Vas-y, je t'en prie, vas-y, Elisabeth. Non, je pense que tu aurais pu très bien le dire. Effectivement, la particularité de la mise en œuvre de cette clause aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, elle s'inscrit à travers un article qu'on va retrouver dans le Code de l'énergie, qui est que les conditions d'exécution à l'occasion donc d'opérations et de chantiers comme notamment ceux des parcs photovoltaïques peuvent prendre en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivre, comme vous pouvez le lire ici, des objectifs de développement durable qui concilient développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Voilà, donc ce sont des conditions qui sont mentionnées dans le cahier des charges. Alors c'est vrai que nous avons l'habitude en tant que facilitateur de travailler avec le code par exemple des marchés publics, mais il est intéressant de noter qu'aujourd'hui dans le code de l'énergie, des objectifs notamment à caractère social, sociétal, soient inscrits et permettent de mettre en œuvre finalement la clause d'insertion. Voilà, alors, et donc je précise, Elisabeth, que suite à cette application juridique, donc cette condition d'exécution des marchés nous permet, nous, avec le service achat, de sélectionner les sous-traitants. Tout sous-traitant qui n'a pas signé un acte d'engagement pour la clause d'insertion ne peut pas être retenu. Et tout sous-traitant qui ne respecte pas son engagement est soumis à pénalité. Alors sur ce peut-être donc rentrer un tout petit peu plus sur la manière, je dirais, dont ça s'est déroulé, l'histoire un petit peu qui lie notamment le Pli des Graves et Adel, qui porte le Pli des Graves, le département de la Gironde et Valorem sur les premières clauses d'insertion sur les chantiers de parcs photovoltaïques dans le Médoc. C'est qu'en 2016, tout simplement le dirigeant du groupe, qui est aussi administrateur de l'association, ça fait quelque temps, je dirais, qu'il entend parler de ce dispositif à travers les assemblées générales, certains comités, voilà, certains conseils d'administration, et que, je dirais, il a l'idée de pourquoi pas intégrer sur des opérations qui vont avoir lieu et qui vont se mettre en place, notamment dans le Médoc, cette clause d'insertion. Donc, l'entreprise est bèglaise, le Pli des Graves est situé à Bègle, donc l'entreprise souhaite travailler avec le Pli des Graves sur l'ingénierie, ce que nous trouvons particulièrement intéressant. Et par contre, nous proposons à l'entreprise de mettre, je dirais,
également le département de la Gironde dans la boucle, puisque c'est le département qui, au niveau local, donc sur le Médoc, a en charge la mise en œuvre de la clause d'insertion. C'est comme ça que nous sommes, je dirais, répartis dans la mise en œuvre de la clause sur le territoire. Donc, il va y avoir une convention qui va être signée en 2016 entre le département Adel et Valorem. Et donc, trois chantiers qui vont intégrer cette clause. En 2018, comme nous l'indiquions, la clause est effectivement indiquée dans la... Il y a une généralisation de la procédure en 2018 avec la clause comme condition d'exécution. Nous serons, Adel, le Pilégraphe sera de nouveau sollicité pour travailler justement également sur cette procédure. Donc là, on a vraiment un rôle, je dirais, d'ingénierie. La clause, ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est que la clause est comptabilisée dans le coût d'investissement, ce que l'entreprise appelle le CAPEX, et bientôt aussi sur les opérations, les OPEX. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2017, il y a eu 11 chantiers et 9 conventions qui ont été signées. Je dirais que cette expérimentation a essaimé avec un déploiement sur les parcs photovoltaïques au niveau national. Aujourd'hui, il y a 6 chantiers en cours et 1 qui démarre. Un élargissement du dispositif sur l'exploitation et la maintenance, les espaces verts, les pâturages. Ce qu'on peut dire, c'est que la spécificité aussi, c'est que l'entreprise, le groupe est en train de terminer la construction de ce siège social et que bien sûr le siège, alors c'est un peu différent, mais le siège a bien sûr fait l'objet également lors de sa construction de l'intégration de la clause dans les différents marchés. Alors ça, vous avez ici le schéma, je dirais, simplifié de la manière, de la procédure finalement qui a été littéralement, on peut le dire comme ça, Marie, standardisée en interne pour intégrer, je dirais, la clause sociale aux différentes opérations. Je te laisse peut-être le commenter parce que c'est un processus qui est interne. Écoutez, rien de nouveau pour vous puisque vous êtes tous facilitateurs. Vous voyez que le facilitateur a un rôle complètement central dans cette procédure, puisque le facilitateur va agir au niveau de la convention de partenariat, va agir directement auprès des sous-traitants sur la conduite du chantier. Et il manquerait une petite flèche, va aussi interagir avec les opérateurs de construction et bientôt les opérateurs de maintenance pour s'assurer du bon déroulement de l'engagement. Voilà, vous dire que sur un groupe comme Valorem qui comprend différentes filiales, l'idée c'est aussi de créer de la cohésion et de faire en sorte que le débat, la discussion, le passage de relais soit à chaque fois le plus fluide possible en répartissant correctement les rôles avec chacun des acteurs. Voilà, là vous avez 2 photos. Sur la photo de gauche, vous avez un parc photovoltaïque qui se situe en Dordogne. Nous travaillons avec la Maison de l'Emploi du Grand Périgueux, construction qui s'achève. Et je vous ai mis quand même une photo de parc éolien là, avec les habitants de la commune, parce que nous avons l'ambition, je l'espère, à partir de cet automne, de lancer les premières clauses d'insertion sur les chantiers de parcs éoliens également. Sur le bilan, donc pour nous, un bilan sur une année correspond à chaque fois à la mise en service d'un parc à énergie verte. Une mise en service, ça signifie l'injection de l'électricité sur le réseau. Les chantiers, des fois, sont à cheval sur 2 années civiles, mais moi, je tiens compte à chaque fois de l'injection de l'électricité sur le réseau. Et là, vous voyez, donc, on est sur un taux de réussite extrêmement intéressant. Et par rapport à un engagement que nous prenons de 7% des heures de travail réservées à des personnes en insertion, finalement, leur participation au regard des heures totales du chantier est beaucoup plus importante
puisque sur certains chantiers, nous arrivons jusqu'à 25%. C'est des chiffres que vous avez sous les yeux, mais je peux vous dire que sur l'année 2020, année Covid, nous avons même des parcs sur lesquels nous avons réalisé 38% des heures avec des personnes sur des parcours d'insertion. Et donc, les lots concernés sont globalement l'ensemble des lots nécessaires à la construction d'un parc photovoltaïque. Un parc photovoltaïque, c'est un grand Lego et c'est effectivement des lots qui sont accessibles à des personnes éloignées de l'emploi, y compris le gardiennage sur lequel on ne croyait pas trop et finalement qui fait ses preuves. Alors justement, peut-être que Yannick Ménard ou Didier Ravely qui ont eu l'occasion, plus que l'occasion d'ailleurs, de travailler sur des opérations peuvent avoir un retour un peu plus, je dirais, qualitatif, avec chacun, je dirais, une expérience d'accompagnement sur chaque territoire du dispositif, notamment en coopération avec des structures de l'IAE. Oui, je vais commencer. Donc Yannick Ménard, je dirais que ce marché pour nous a été le marché de la première fois pour pas mal de choses. On a été agréablement, je dirais, surpris dans un premier temps que justement une entreprise privée, puisque pour nous c'était le premier marché privé avec une entreprise qui souhaitait mettre de la clause d'insertion dans son marché. Donc pour nous c'était une première par rapport à ça, et on remercie Valorem pour ça, et aussi par rapport au pli des graves, puisque c'était la première fois qu'on travaillait en binôme avec un pli, puisque en général chacun gère un petit peu ses opérations par rapport à ses secteurs. Donc là c'était vraiment la première fois qu'on pouvait travailler en binôme sur une opération qu'on avait en commun. Donc ça, pour ça que j'appelle le marché de la première fois. Moi aussi, par rapport donc à une énergie verte, c'était aussi pour nous tout nouveau, donc il fallait aussi s'adapter et voir comment on pouvait proposer à des candidats, rechercher, je dirais, des profils, et puis voir où on pouvait mettre justement des heures d'insertion sur telle ou telle entreprise. Et donc, l'innovation aussi par rapport à ce marché, c'est qu'on a pu proposer donc à l'entreprise de sécurité plusieurs candidats du secteur du Médoc. Ça, c'est un point important puisque sur l'ensemble des heures qui ont été réalisées, c'est 100% des personnes qui étaient du territoire du Médoc, qui ont fait toutes ces heures. Donc là, pour nous, c'était vraiment quelque chose d'important. Donc il y a 5 personnes qui ont pu être recrutées en contrat direct pendant la durée, je dirais, du chantier pour surveiller le chantier nuit et jour. Et en particulier, c'est un point important, on a pu en faire bénéficier à une personne, à une jeune fille qui venait d'avoir son diplôme, mais qui n'avait aucune expérience, et qui, pour elle, avait du mal à être recrutée, parce que dans ce milieu un petit peu de la sécurité, ils recherchent davantage des hommes, alors que là, on a pu justement lui proposer, et elle a pu réaliser plus de 800 heures. Donc pour elle, ça a pu valider un petit peu son parcours qu'elle avait choisi dans la sécurité. Donc ça, c'est un point quand même important, puisque la clause, souvent, c'est des marchés de travaux, et on retrouve principalement que du public masculin. Donc là, ça nous a permis d'en faire profiter une jeune fille là, qui venait d'avoir son diplôme. Voilà, donc ça, c'est des points sur lesquels je voulais mettre en avant, puisque c'est grâce à ce chantier qu'on a pu justement innover. Donc après, avec tout le partenariat local du territoire, entre les missions locales, les pôles emploi, les communes, enfin tout ça, on a pu réussir à proposer des candidats tout au long de ces 3 opérations là, sur Sainte-Hélène, Brache, et puis je me souviens plus du troisième, excusez-moi. Puy-Baco. Voilà, Puy-Baco. Mais enfin, c'était proche de Sainte-Hélène, donc c'est pour ça qu'on disait souvent à Sainte-Hélène, parce que c'était vraiment à côté. Voilà, donc je voulais mettre l'accent un petit peu sur
sur cette première fois qui nous a permis, voilà, et donc comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même une volumétrie d'heures qui a été au-delà des expériences, enfin de ce qu'on a espéré, et donc voilà, donc ça c'est quelque chose à mettre en avant. Donc j'ai dit, mais pourquoi pas renouveler l'expérience. Mais ça le fait aussi, parce qu'il y a Didier, là, mon collègue, qui va prendre le relais, qui continue à travailler avec Valorem. Mais quand je dis, voilà, à me remettre au niveau de l'expérience, c'est avec peut-être de nouvelles entreprises. Voilà. Merci à vous. Oui, effectivement, on a eu une autre opération cette année, entre septembre et avril-mai. Alors, une opération de moindre envergure que la première, mais encore dans le Médoc et là, dans le nord du Médoc, où là, il y a encore plus de besoins en termes d'opportunités d'emploi. Et donc, voilà, ça a permis de faire travailler aussi donc des personnes, dont une qui a pu enchaîner avec 2 entreprises sur toute la durée du chantier. Et puis donc des personnes qui habitaient pas loin du chantier également aussi, et faire travailler une structure d'insertion qui était à quelques kilomètres aussi du chantier. Donc voilà, je sais qu'il y a peut-être d'autres projets sur le Médoc, mais voilà, c'est intéressant parce que ce sont des opérations, enfin des supports un peu nouveaux, et puis dans le Médoc, de toute façon, toute opération de ce style est toujours bonne à prendre. Voilà. Les classiques qui sont longues dans les actions de job dating en général. On vient sur des alternances. Oui, il faut les alternances. Ouais, mais il faut regarder les modalités justement de leur alternance. Moi, je ne les fais pas, mais pas de raison. Alors, je ne sais pas si... En plus, j'ai regardé du coup un peu leur site et ils disaient qu'en fait, oui, voilà, je me demandais si c'était quelqu'un qui souhaitait intervenir ou pas. Non, très simplement, nous en discutions justement, peut-être pour conclure avec Marie, ce qu'on peut se rendre compte que, nous, on a vécu cette expérience déjà d'une façon un peu spécifique, puisque d'une certaine manière, le pli des graves, Adèle avait été plutôt sur le travail, je dirais, d'ingénierie en amont, d'évaluation aussi. Le travail qui s'est fait aussi en étroite collaboration avec le département. C'est vrai que c'était aussi pour le pli une nouvelle manière de collaborer. Ce qu'on trouve de toute façon intéressant, c'est de voir que au-delà des, ce qui a été particulier sur ce chantier-là, mais qui ne s'est pas forcément d'ailleurs retrouvé après sur ces chantiers-là, mais qui ne s'est pas forcément retrouvé partout après sur les chantiers, c'est que finalement le dispositif a été très favorable, pas forcément que là où on attendait, je dirais, un certain nombre d'heures et de contrats réalisés, donc en particulier par exemple sur le gardiennage, mais je sais que sur d'autres opérations sur lesquelles et sur d'autres territoires, c'est pas forcément comme ça que les choses se sont, que la clause s'est accomplie. Il y a eu aussi des heures de réaliser sur des métiers qui sont vraiment liés donc au réseau électrique, à l'assemblage des structures, etc. C'est vrai que Valorem est sensible à ce qu'il y ait une durée, suffisamment, je dirais, longue d'emploi, un nombre de contrats limité, mais qui s'adapte aussi aux logiques de territoire. Et dans les logiques de territoire, on peut avoir par exemple un tissu de l'IAE qui est différent selon les territoires. Dans le Médoc, par exemple, la majorité des heures d'insertion ont été réalisées soit par l'AI, soit par le biais de contrats en embauche directe. Et on a eu aussi le cas de figure de passage, de parcours avec une personne, par exemple, qui avait démarré avec l'AI et qui, effectivement, ensuite, l'AI ne pouvant plus, c'est l'histoire des 480, je ne sais plus, 460 heures, 480 heures assurer la mise à disposition, eh bien, c'est une agence à ce moment-là d'intérim qui a pris le relais. Donc, voilà, c'est vrai que pour nous, ça a été une expérience intéressante à ce niveau-là. Et puis, peut-être, je redonne la parole à Marie. Je sais qu'il y a des choses là qui sont, je ne sais plus si tu l'as dit ou pas, mais avec une opération qui démarre en Haute-Garonne et la signature d'une nouvelle convention avec Toulouse Métropole Emploi.
Oui, et merci à Blandine Ménard qui anime le chat. C'est parfait, Blandine, je t'adore. Juste, j'ai vu que tu avais quelques questions. Alors, je vais essayer de répondre rapidement parce que j'ai une autre réunion qui m'attend derrière. Mais je vous les poserai, Madame Bobet. Vous inquiétez pas. Finissez, puis moi je vous poserai en 5 minutes les questions, je les synthétiserai. Vous inquiétez pas. Donc, vous dire en tous les cas que du retour des facilitateurs, même si on ne peut pas voir après sur le temps long l'ensemble des parcours des personnes qui ont signé des contrats, nous sommes sur des sorties positives ou dynamiques en très grand nombre, hein, puisqu'on attend, on est toujours entre 60% et 80% de sorties dynamiques ou de sorties positives, avec notamment des embauches, comme l'a précisé le département de la Gironde, dans les métiers du gardiennage en CDI. Des personnes s'interrogent aussi justement sur la chaîne de valeur, sur les lieux de fabrication, pour savoir si on tient compte aussi du retour à l'emploi en France et notamment sur la construction des matériaux. Alors, c'est pas le cas à chaque fois. Malheureusement, par exemple, nous travaillions avec l'entreprise Fonroche qui était donc dans le Lot-et-Garonne, qui fabriquait des panneaux photovoltaïques mais qui a cessé son activité. Donc, par exemple, c'est un fournisseur régional sur lequel nous ne pouvons plus compter. Excusez-moi. Attendez, excusez-moi, j'ai d'autres réunions qui arrivent là derrière. Bon, ça va s'arrêter. Sinon, vous dire que il faut favoriser justement les entreprises locales, et que du côté, par exemple, de la région Nouvelle-Aquitaine, les supports métalliques sur lesquels sont après fixés les panneaux sont, eux, fabriqués en région Nouvelle-Aquitaine. Concernant un certain nombre après de panneaux qui sont importés, alors ça peut être importé soit des États-Unis, soit importé d'Asie. On fait notamment travailler une entreprise toulousaine qui s'appelle SunPower, et voilà, mais qui a ses unités de production à l'étranger. Voilà, pour préciser un petit peu les choses aussi sur la chaîne des valeurs, parce que c'est vrai que ça compte aussi de favoriser le retour à l'emploi sur tout le process industriel de fabrication des matériaux. Dans les questions qui remontent, même si vous avez répondu sur la Guadeloupe, sur Montpellier, Madame Beauvais, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de vous contacter directement pour savoir si vous avez chez eux des actions. Comme vous avez parlé d'éolien et que certains ont des projets, comment ils font pour vous contacter, soit les élus qui sont dans ce webinaire, soit les techniciens? Écoutez, je peux laisser mes coordonnées sur le chat avant de vous quitter, parce que là, c'est la Commission nationale du débat public qui m'attend. Voilà, donc je pense qu'on vous laissera sur ça, mais si vous pouvez laisser vos coordonnées, oui, et aux participants, il y a un site internet qui est très bien fait, qui explique Valorem, et puis le pli des graves, je pense, peut aussi répondre aux questions techniques s'il y en a, et je suis persuadé que vous allez avoir plein d'interlocuteurs. Et oui, on peut, sans forcément tout intégrer sur la chaîne des valeurs, parce qu'on ne fabrique pas complètement tout, mais il y a énormément de choses qui sont construites dans nos territoires, avoir des actions très innovantes, et je trouve qu'ils vont aussi dans le bon sens. Mais je dis ça parce que je vous connais trop, donc je dois rester neutre. Merci. Et puis donc du coup, je laisse mes coordonnées et je vous quitte, et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation. Au revoir Marie, merci. Pour les partenaires du Pli des Graves ou du département de la Gironde, quelques questions d'ordre plutôt organisationnel. Est-ce qu'il y a eu sur la construction des difficultés, c'est-à-dire on se sert aussi de l'expérience des uns des autres, si tant est qu'il y ait des acteurs dans leur territoire qui voudraient monter la même chose? Qu'est-ce que vous avez dû affronter, entre guillemets, et qu'est-ce qui vous conseillerait si quelqu'un veut se lancer là-dessus avec son partenaire d'entreprise, sachant que vous avez quand même dit que ça s'est fait parce que vous aviez réussi à mettre le patron de cette entreprise dans votre conseil d'administration. Ça peut aider, ça aussi. Alors, oui, alors évidemment, je dirais que le patron était dans le conseil d'administration, et c'est quelque part, je dirais, le dispositif, la façon dont il était mené l'a inspiré. Ça, clairement, ça a joué, je dirais, sur l'intégration effectivement de la clause sur ces marchés privés. Et puis, parce que, alors au-delà de, je pense que ce qu'il a inspiré aussi, c'est que c'était directement en lien avec le projet d'entreprise, de pouvoir
de pouvoir aussi ancrer au niveau local leur action, l'action du groupe. Comme on l'a vu et comme le disait Marie Beauvais, on est sur une dispersion aussi des différentes opérations sur le territoire français, voire même effectivement dans les dom-toms. Et il était important de pouvoir, je dirais, apporter aussi cette action plus particulièrement sur l'emploi dès le démarrage, je dirais, du chantier. Dès le démarrage du chantier et pas une fois l'installation réalisée. Merci pour enchaîner, garder le rythme. On avait une question sur les sorties en emploi durable. C'est toujours sur la clause insertion un sujet, c'est-à-dire concrètement beaucoup de gens utilisés sur des métiers différents et en emploi durable avec un peu de recul. Qu'est-ce que ça vous a, qu'est-ce que vous auriez à nous dire? Ben, il y a eu effectivement, là je ne vais pas avoir un chiffre exact parce que c'est à la dimension là aussi de l'entreprise, mais ce qui a été évoqué il y a quelques minutes, c'était effectivement entre 60 et 80%. Alors, quand on dit emploi durable, on est sur des sorties positives et des sorties dynamiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes effectivement qui ont démarré, je prends le cas de la personne qui a démarré sur un contrat en AI et qui a pu continuer avec un contrat en agence d'intérim, je dirais, classique, et qui a pu acquérir de la compétence sur un métier qui n'était pas forcément le sien au départ, puisqu'il s'agissait d'installer et de brancher des réseaux sur des panneaux photovoltaïques. Merci. Toujours pour garder le rythme, on va enchaîner un petit peu. Mais merci des intervenants, de la qualité. Pas facile de gérer 4 interventions et pourtant vous l'avez fait de façon remarquable au-delà de la présentation qui a suscité quelques questions et je suis persuadé que vous allez avoir des sollicitations vous aussi et merci parce que je trouve que les 3 différentes structures avec les intervenants permettent peut-être de se donner des idées, à contrario de consolider quelque chose et puis toujours dans ce réseau Alliance Ville Emploi la possibilité de partager nos expériences. Alors, Romane, qui est à la manœuvre du Power, donc le point d'après, non de ses conclusions. Il me semblait qu'il y avait la page 41 avant. Je me trompe? On peut reprendre la synthèse des initiatives, effectivement. Voilà, donc passer directement à la 42. Donc, on vous a mis dans le slide quelques petits rappels de relais 2D, qu'est-ce que, en synthétique. Et donc, ça, c'est pour ceux qui recevront le document. Si vous voulez un petit document qui synthétise tout ce qu'on a abordé. Parce qu'on quand même on a abordé 3 sujets très différents qui auraient pu être un webinaire, voire même une visite à eux tout seuls. La 43, s'il vous plaît. Là aussi, 1% insertion. Vous avez vu avec une modalité. Je crois que j'en ai entendu souvent parler de ces volontés. Et on trouvait, enfin moi quand ils me l'ont présenté, que ça pouvait aussi donner peut-être quelques idées ou consolider une action ou se dire tiens il y en a qui ont peut-être un peu été plus loin et d'autres reviendront nous voir. On en parlera un petit peu plus tard pour nous dire ce qu'ils font chez eux. Et la 44. Pareil, Valorem, alors là c'est encore peut-être plus frais dans nos esprits collectifs. La partie conclusion se fera en 2 temps, donc on va directement mettre la 46 pour pas faire trop long. Je vais demander à Lucie de réintervenir, simplement moi pour pas faire trop long et pour vous redire la volonté, c'est que vous avez vu dans ce webinaire, on a partagé la présence d'élus, donc élus présidents de structures ou qui portent ces structures au sens très large du terme, puis maison de l'emploi, OI, structure un petit peu différenciée, et les techniciens. Et on a souhaité au conseil d'administration continuer. Donc là aussi, on va faire des appels à thématiques parce que nous avons été jusqu'à 74 et nous trouvons que ça peut être intéressant pour vous, mais il faut des sujets qui vous conviennent, qui s'installent dans votre planning et qui est de l'intérêt. Donc vous entendrez de temps en temps, en tout cas moi, et je sais que Lucie et les équipes d'Alliance Ville Emploi vous relayeront aussi. Lucie, je vous laisse la parole pour présenter un petit peu la suite et puis je vous laisserai même le mot de conclusion, comme ça on ne sera pas trop long et moi je n'aurai pas abusé de mon temps de parole. Merci Yoann et puis merci à tous parce que pour nous c'était une première et donc on est absolument ravis quand on a préparé ce webinaire vendredi et que Yoann David nous a dit allez moi je vise 50 personnes, on lui a dit oui mais on se disait oula si on est 35 ce sera super. Et on a été jusqu'à 74, donc on est vraiment ravis. Ce qui prouve que ce format vous intéresse.
Ce qui prouve aussi la force du réseau, à la fois en termes de partage d'expériences. En plus, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant sur les trois expériences, je veux dire, au-delà de ce qui fait qu'on les avait sélectionnées pour les partager avec vous, c'est que c'est des expériences partenariales à chaque fois, et ça, je trouve ça vraiment au cœur aussi de nos activités. Dans les trois cas, et j'allais dire la présentation à 5 voix du dernier exemple du partenariat avec Valorem le montre bien, et presque 6 voix avec Toulouse Métropole Emploi dans le chat. Voilà, on voit bien que nos projets sont des projets de territoire qui sont portés, enfin qui fonctionnent quand ils sont portés par l'ensemble des acteurs, collectivités, entreprises, les différents niveaux de collectivité, les bailleurs, et c'est vraiment, j'allais dire, ce webinaire cet après-midi est vraiment notre image, et donc je suis vraiment ravie, voilà, à la fois en termes d'expérience présentée, de richesse des questions, de diversité des participants, comme le disait Johan, des élus, des techniciens, des gens qui représentent les plis, les maisons de l'emploi, les collectivités. Au moins, j'ai identifié, je ne connais pas tous les noms de tout le monde, mais au moins 3 départements d'outre-mer représentés. Donc ça, c'est toujours enfin, je les salue parce que c'est toujours un défi en termes de décalage horaire et voilà, d'organisation, de pouvoir les faire participer. Mais donc, ça, on est vraiment ravis. Et puis, j'allais dire manifestement un intérêt marqué pour les expériences et pour pouvoir les essaimer. Donc, on est à votre disposition, comme ça a été dit à plusieurs reprises. À la fois, on va envoyer un message à tout le monde avec à la fois le replay du webinaire pour ceux qui voudraient le revoir, qui n'ont pas pu le voir en entier, ou qui n'ont pas pu se connecter cet après-midi, les supports de PowerPoint, les coordonnées des intervenants. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse faire ce lien. Et j'allais dire, si vous vous mettez en lien et que, j'allais dire qu'il y a des essaimages, des collaborations qui se montent, n'hésitez pas à nous en parler aussi, parce que vraiment, c'est aussi important pour nous à la fois de le savoir. C'est intéressant de pouvoir valoriser les liens et la force du réseau, et puis aussi j'allais dire, pouvoir vous accompagner autant que nécessaire dans ces essaimages, et de pouvoir un peu en tirer des conclusions si une initiative s'essaime 1 fois, 2 fois, 3 fois, pouvoir un peu modéliser les conditions d'essaimage pour pouvoir vous outiller, vous faciliter les choses pour les fois suivantes. Et puis, comme le disait Johan David aussi, voilà, c'est le premier webinaire sous cette forme-là. On espère en faire au moins 2 ou 3 par an, en organiser un sur le même format au deuxième semestre 2021. Donc, effectivement, n'hésitez pas à nous faire remonter des sujets qui vous intéresseraient. La clause inscrite dans tous ces enjeux était un peu une évidence pour nous, mais voilà, n'hésitez pas à nous soumettre des sujets et, le cas échéant, des initiatives aussi. On est vraiment à votre disposition là-dessus. Et puis, ça nous donne vraiment envie à l'équipe et aux élus derrière de recommencer, voilà, je vais dire, de monter en compétence sur les webinaires. Il y a 1 an, on n'avait jamais fait de webinaire. Ça doit être notre 3e, 4e. Ça se passe plutôt pas mal. Et du coup, voilà, on constate que c'est un format qui fonctionne bien, sur lequel il faut aussi qu'on se professionnalise. Et également qui pourra aussi être relayé par notre nouveau site internet qui sera lancé en fin d'année. Ça y est, on a signé le devis pour de mise en production, et donc sans doute fin novembre, début décembre, si tout va bien, on aura un nouveau site internet qui pourra aussi servir de support à tous ces webinaires et ces outils pour pouvoir voilà, qu'ils aient la durée de vie et l'utilisation la plus importante possible. Merci à tous en tout cas, à bientôt, bon été, bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Johan, le mot de la fin? Juste, je l'ai écrit, Alliance Ville Emploi, sa force quand on vous représente, c'est uniquement la totalité des actions qui sont les vôtres et dans la diversité qui sont les vôtres. Et donc, on essaye d'être à la hauteur de ce que vous faites pour vous aider. Et c'est ce qui motive les membres du conseil d'administration et du bureau à essayer de porter cela. Et je crois que c'est ce qui motive et qui donne à notre petite équipe. Et je salue Romane, que je vous ai pas présenté, mais sauf erreur, c'est sa première action ou sa 2e action collective suite à son arrivée. Donc, on essaye aussi d'avoir de nouveaux talents chez nous.
Voilà, merci à tout le monde. Très bon été. On continue de travailler. Les membres du conseil d'administration, le bureau élargira aux membres du conseil d'administration un séminaire en fin septembre pour réfléchir à des idées. Et on voudrait au moins faire un autre webinaire ouvert, comme on vient de le faire, sur notre thématique avant la fin de l'année. On ne va pas vous promettre trop de choses parce que vous avez beaucoup de boulot sur place. Dans une petite équipe, mais voilà, on essaye de maintenir ces liens parce que ce réseau ne vit que par vous et on veut que ça ne soit pas réservé, entre guillemets, qu'aux membres du bureau et que vous vous sentiez coupé de nous et inversement. Donc, merci à tout le monde. Merci aux équipes. Et comme je leur ai dit, quand on a eu l'idée au départ, est-ce qu'on attendait d'avoir tout consolidé pour avancer? J'ai dit non. Comme pour les clauses d'insertion, on tente, on innove, on agit et les imperfections, les copains et les copines nous pardonneront parce que le but du jeu, c'est bien de réaliser et d'avancer ensemble. Merci à tout le monde. Très bonne continuation. Merci. Merci, au revoir.